2, go. Heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Gandhi Malien TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission hebdomadaire intitulée Analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler des multiples attaques au nord du Mali et de la création de l'Alliance des États du Sahel. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau Dr Mohamed Sekou Sempara, enseignant-chercheur. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec toi ce soir au niveau de Gandhi Media sur toutes les plateformes. Et je tiens à remercier toute l'équipe, précisément Gandhi, Oui. Mamadou, et aussi le technicien de marque supérieure Oui. pour la qualité de sa production en question. Merci de m'avoir donné cette opportunité pour échanger sur des enjeux géopolitiques de notre belle nation. D'accord. Alors, je vous le disais, depuis l'attaque du bateau Tombouctou, les attaques ne cessent de se multiplier au nord du Mali. La ville de Léré, également dans la région de Tombouctou, a été attaquée ce dimanche 17 septembre 2023. Alors, docteur Sempara, que pensez-vous de ces multiples attaques au nord du Mali? Bon, c'est une question très pertinente et actuellement, ça fait le tour des réseaux sociaux. Oui. Et les gens n'arrêtent de se poser la question et je me dis, dans une logique très simple, Oui. ça s'explique par la montée en puissance de nos forces militaires, mais aussi ça s'explique par la fin de l'hégémonie occidentale et aussi ça s'explique par la terrorisation des terroristes en question. Donc, ce qui pousse ces bandits armés à attaquer davantage les espaces au niveau de notre nord pour mieux effrayer en quelque sorte la population dans l'objectif vraiment de se faire un poids dans la société pour rendre moins crédibles nos forces militaires, pour affaiblir davantage l'autorité en question et pour montrer leur puissance, même si ça ne reste que voilà, sous forme d'images fictives. En réalité, de façon globale, je peux dire que c'est en quelque sorte la fin du terrorisme au Mali ici. C'est le début du commencement. C'est cette lecture que je peux faire en question par rapport à ces multiples attaques au sein de notre espace en question. D'accord. Alors là, est-ce qu'on ne peut pas dire est-ce que selon vous, ces attaques sont liées à la rétrocession des camps du militaire de la MINUSMA? Évidemment, parce que souvent quand vous êtes en combat, vous êtes face, parce que l'armée malienne est considérée comme l'ennemi numéro 1 des terroristes. Donc du coup, le fait de céder les camps militaires au Mali ici, suite au départ de la MINUSMA, ça ne fait que effrayer en quelque sorte ces forces djihadistes. Et donc du coup, il est important d'anticiper certaines situations pour que les militaires soient de plus en plus affaiblis et discrédités au vu et au su de la communauté nationale qu'internationale, mais précisément de la localité auquel ils se retrouvent. Donc la lecture que je peux faire par rapport à cette situation, c'est pour révolter, créer une tension au sein de la société pour que nous qui vivons ici à Bamako, nous nous rébellons contre cette autorité qui ne fait que mener un combat digne de ce nom. Donc du coup, on peut dire que voilà, cette attaque ou ces attaques répétitives sont dues en quelque sorte à voilà, à la libération des camps par la MINUSMA en question. D'accord. Alors, est-ce le début des hostilités entre les ex-rebelles et l'État malien? Oui. Bon, en réalité, ça va dans tous les sens. Hein. Soit ils deviennent des amis, ou soit ils deviennent des ennemis.
Donc du coup, je pense que dans cette logique, il se met dans une dynamique d'offenser le peuple digne de ce nom et d'offenser nos autorités en question qui sont là nuit et jour pour renforcer le système de sécurisation du peuple malien. Donc du coup, on peut dire dans une dynamique, ils peuvent décider de se faire des amis pour que l'État retourne ou change sa veste, afin qu'il négocie d'une manière pour apaiser la situation. Oui. Mais de l'autre côté, parce que quand vous prenez cette situation, vous trouverez que ces gens-là sont auto-guidés, ils sont manipulés par une force étrangère très puissante, que tout le monde est au bain. Donc du coup, cette situation se complique davantage, mais sous l'appui ou la gestion à travers une main invisible pour attirer davantage l'attention du peuple malien à s'orienter vers, en quelque sorte, nos autorités. Donc, du coup, il peut y avoir la paix, oui, comme il peut y avoir, en quelque sorte, voilà, la violence continuelle, la transgression, les versements de sang, c'est-à-dire l'assassinat en question. Oui. Mais je pense que dans le bon sens, ils auront la bonne foi et la gentillesse de revenir en tant que Maliens pour mettre fin à ce terrorisme au niveau du Sahel en question. D'accord, nous allons en revenir. Et la position de la CEMA dans tout ça, parce que la CEMA revendique les attaques. Par contre, l'État malien parle du terrorisme et non de la CEMA. Quelle analyse faites-vous de ça? Bon, vous savez, depuis qu'il y a eu une combinaison des forces terroristes, la CEMA et les terroristes, oui, parce que souvent on essaie de faire la différence, ceux qui revendiquent leurs droits et ceux qui sont là pour terroriser la population. Quand vous prenez la situation, bon, souvent parler de la CEMA, c'est pour donner du poids à la CEMA aussi, quoi. Donc il faut comprendre que dans la logique, quelle qu'en soit la situation, on doit les considérer tous comme des terroristes, mais la CEMA, dans sa logique, vise à faire quoi? À discréditer toujours ses autorités. Vise à faire quoi? À effrayer le peuple malien. Vise à faire quoi? À avoir une emprise sur toutes ces zones. Parce que avec l'abandon du camp de Ber par la MINUSMA, ça donne une certaine force et une certaine énergie à nos forces militaires en s'imposant, parce que c'est un lieu hautement stratégique. Oui. Parce qu'il faut que les gens comprennent que toutes ces réalités rentrent dans le cadre de la géopolitique. Parce que ces Occidentaux qui sont à la base de la création voilà, de ces luttes visent une seule chose, les ressources naturelles dont nous disposons. Et donc, ils feront tout pour s'imposer et faire des attaques meurtrières pour que voilà, la population abandonne nos autorités. Mais je pense qu'avec le temps, ça peut aller. Oui. Alors, donc, selon vous, la population doit s'en tenir au communiqué donné par nos forces de défense et non le contraire. Oui, quand même, s'en tenir aux différents communiqués venant de la CEMA, c'est en quelque sorte remettre nos autorités à la main des djihadistes, remettre nos autorités, nos forces militaires à la main des impérialistes. C'est pour en quelque sorte affaiblir cette autorité de telle sorte qu'elle soit impuissante à ne pas réagir dans le bon sens. Chose qu'il faut reconnaître sans doute, un terroriste reste un terroriste. Oui. Et souvent on se pose la question, est-ce que ceux-ci sont réellement des Maliens? Oui. La question mérite d'être posée. Donc du coup, ça revient toujours à ce que je dis. Ils communiquent dans le sens de donner l'ampleur, dans le sens de se donner une force. Ils communiquent dans le sens d'effrayer le peuple malien.
en attaquant le bateau, en faisant des massacres. Et avec ça, les Maliens qui ont leurs parents qui étaient en plein voyage vont se rebeller. Mais Dieu faisant bien les choses, le président de la transition a eu le bon sens de mettre en place une autre stratégie par rapport, par rapport à la fête de l'indépendance du Mali. Parce que même si un Malien meurt, c'est comme si des Maliens meurent. Et là, ça montre en quelque sorte la sensation et la considération de l'autorité, plus précisément du président de la transition, vis-à-vis du peuple malien qui est aujourd'hui victime de ces massacres au niveau du Sahel en question. D'accord. Alors, que pensez-vous des exploits de l'armée malienne, notamment à Bourem et également à Léry? Bon, je dis félicitations, chapeau à l'armée malienne qui se battent nuit et jour pour récupérer l'intégralité de notre territoire. Et du coup, ça a commencé par l'abandon du camp de Ber. Vous avez vu comment les attaques ont été faites et comment nos autorités ont pu répliquer à travers les avions des chasses, à travers des renseignements pour neutraliser des centaines de terroristes en question. Et là, je ne peux que féliciter l'autorité en question par rapport à cet excellent exploit qui ne fait que enrichir leur bilan en matière de sécurisation de notre territoire, mais également en matière d'instauration de la confiance du peuple vis-à-vis de cette autorité. Parce que, à ne pas oublier, vous voyez les attaques, l'attaque au niveau de Ber a été un échec. Ils ont fait l'attaque au niveau du bateau Tombouctou qui naviguait vers Tombouctou. Et du coup, ça a fait tellement de massacres et les gens ont commencé à se rebeller. Il y avait des campagnes d'intoxication en disant que l'armée malienne avait reçu les informations pour mieux répliquer et pourquoi pas ces répliques. Et ça a terminé par des dizaines de morts. Et là, avec la réussite que Dieu nous en préserve, qu'il supposait obtenir à travers l'attaque du camp de Bourem et de Léry, si je ne me trompe pas. Donc, si ces deux attaques avaient été une réussite parfaite, et du coup, ça allait entraîner des mésententes entre le peuple malien et nos autorités de la place. Et là, je ne peux que féliciter et encourager ces autorités à partir toujours vers la conquête de nos territoires pour que la paix règne définitivement au sein de notre société en question. Parce que aujourd'hui, personne ne peut contester l'effort fourni par nos forces de l'ordre. Personne ne peut contester l'effort fourni par ceci. Personne ne peut contester leur engagement, leur motivation, leur détermination vis-à-vis de ces forces militaires terroristes qui ne pensent qu'à terroriser ce peuple digne de ce nom. Et je pense que bientôt, s'ils continuent dans cette dynamique, il y aura moins de transgressions. D'accord. Alors, dans cette situation d'attaque complexe, que pensez-vous de l'accord d'Alger? Qu'en est-il de l'accord d'Alger? L'accord d'Alger. Bon, moi je pense que l'accord d'Alger avait été accepté. On était en position de faiblesse. On n'avait pas la possibilité de donner la quantité suffisante de munitions à nos militaires. Je me rappelle en 2019, j'ai perdu mon frère au nord là-bas. Donc, ils expliquaient dans tous les sens. Et donc, du coup, si on se retrouve dans une incapacité de faire face à des réalités du terrorisme, il est important aussi d'accepter, c'est une autre manière pour pouvoir apaiser
voilà, le versement de sang dans tous les sens. Et là, je comprends l'acceptation de l'accord d'Alger dans ce sens. Oui. Mais aujourd'hui, que les données ont changé, les données utilisées dans les tests ont changé, nous avons autre manière de nous approprier des équipements militaires pour faire face au terrorisme en question. Oui. Je pense qu'il est important de mettre en pratique ce que notre PM dit, l'application intelligente de l'accord d'Alger. Parce qu'en réalité, personne ne peut accepter en tant que premier responsable d'une nation Oui. d'accepter la séparation, la division, la balkanisation d'une nation en question. Oui. Donc, quand il y a une telle force, nous avons la possibilité d'acheter tel équipement, nous avons telles ressources humaines pour faire face au terrorisme, il est temps de mettre fin à ces réalités ou sinon d'apporter des réaménagements pour que cet accord soit un accord accepté par l'intégralité du peuple malien, par l'intégralité de la communauté internationale et par l'intégralité en quelque sorte voilà des terroristes même en question. Et je peux dire que si nous continuons dans cette dynamique, l'aménagement en quelque sorte était un chapeau qui jouait le rôle de veille, d'éveil et de veille sur les terroristes. Et quand je dis le rôle d'éveil et de veille, c'était pour leur donner des signaux qui leur permettent de mieux identifier les ressources qu'on peut tirer du sol au niveau du nord. Et là, eux, ils voient que à travers ces guerres, Oui. ils auront toujours plus de liquidités, plus de richesses à faire face à ces activités d'attaque barbare en question. Et maintenant que les choses ont changé, Oui. ça devient un peu le contraire. Oui. Donc, je pense que l'accord d'Alger, avec cette puissance de feu, cette détermination de nos autorités, il sera très difficile d'appliquer à la lettre l'accord d'Alger en question. Parce que quand vous prenez l'accord d'Alger, ils peuvent prendre leurs décisions au nord sans pour autant avoir l'amont, l'aval en quelque sorte de nos autorités en question. Et là, jamana qu'on a la dugutigi fla, dugukelen qu'on a là, et peut-être sur là au beke brassa nyagami ere, Effectivement. nta chidoin. Oui. Donc du coup, avec une telle force et un tel accompagnement et avec un tel équipement militaire, je ne pense pas si l'autorité en question peut accepter réellement voilà, l'application exacte de l'accord d'Alger. D'accord. Alors, à ce stade, pensez-vous que le dialogue est toujours possible entre les deux parties? Oui, le dialogue est toujours possible. Tout ce qui se réalise en termes d'attaque, Oui. je pense que on n'est pas arrivé à ce point. Sinon, la deuxième guerre mondiale a pris fin par un dialogue. Et cette guerre était encore plus sanguinaire que cette guerre actuelle que nous vivons et qui a été imposée par une puissance étrangère. Oui. Donc du coup, je me dis que le dialogue a toujours sa place. Il faut dialoguer et surtout une répartition équitable des richesses dont l'État dispose. Parce que tout ce problème, c'est un problème économique. Hein. D'accord. C'est un problème de considération. Oui. C'est un problème de prise de décision. Parce que ils pensent que le Nord n'est pas considéré, le Nord n'est pas au cœur des décisions. C'est pour cela, c'est dans le sens du dialogue que ces gens-là intègrent petit à petit le gouvernement. Donc du coup, c'est le dialogue qui conduit à l'insertion des militants, des terroristes
dans le gouvernement malien a occupé des postes de directeurs généraux, au Mali ici, a occupé, a intégré le corps militaire. Donc je pense que le dialogue est incontournable pour la réussite de la fin de ce terrorisme qui ne fait que mettre en arrière nos élans économiques, nos élans éducatifs et nos élans politiques, nos élans diplomatiques. Mais nous pensons qu'avec un dialogue, on peut vraiment rétablir l'ordre au niveau de l'étendue du territoire national. D'accord. Alors, en dehors du dialogue, est-ce que selon vous, il y a d'autres possibilités, il y aurait d'autres solutions pour éviter ces multiples attaques, pourquoi pas épargner la vie de la population, parce que ce sont les civils qui souffrent en quelque sorte? Oui, il y a une solution. Il y a une solution. La première des choses qui peut verser beaucoup de sang et qui mettra fin au terrorisme, c'est de créer des zones de tampon. Informer tout le peuple de cette zone, d'abandonner certaines localités, de se retrouver vers l'autre côté. On donne 1 mois, 2 mois. Et là, on commence à faire des ravages. Et là, ça va mettre fin au terrorisme. Deuxième solution, c'est de supprimer tous les petits villages. Parce que l'État n'a pas la possibilité de mettre un camp dans tous les villages. L'État n'a pas cette ressource humaine. Et si on arrive à réduire, en quelque sorte, le nombre de villages, en faire un grand village, et là, créer un camp militaire là-bas, il y aura moins d'attaques en question. Parce qu'ils attaquent qui? Ce sont les militaires. Ils attaquent qui? Ce sont les civils. Ils attaquent qui? C'est pas les animaux quand même. Donc du coup, je pense que la solution idoine, c'est de supprimer les petits villages pour faciliter la sécurisation du peuple malien qui vit de ce côté. Alors, sur un tout autre sujet, les Mali, les Burkina Faso et les Niger ont annoncé la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui assurera la défense collective aux populations des pays signataires. Alors, Dr Simpara, que pensez-vous de cette nouvelle alliance? Bon, l'alliance, quand même, par définition simple, c'est l'union, le fusionnement d'un groupement, d'un pays, d'un groupe de personnes. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? À travers cette situation, on se retrouve avec un effet de synergie. 1 plus 1 donne 3. Et là, vous allez voir réellement que l'alliance qui se passe entre les 3 pays feront de ces 3 pays une force tranquille. Parce que quand vous vivez ensemble, vous avez les mêmes réalités, vous avez les mêmes difficultés, vous avez les mêmes ressources. Probablement, vos solutions seront les mêmes. Et il est très facile d'abattre un animal étant seul, éloigné du troupe, qu'étant dans le troupe. Donc, il est très facile d'abattre le Mali ou d'abattre le Burkina ou d'abattre le Niger qu'étant en groupe. Donc, nous pouvons dire que ces autorités ont mûrement réfléchi et ils ont vu qu'ils ont les mêmes difficultés. Un, qui est un problème de sécurisation. 2, qui est un problème de diplomatie. 3,
qui est un problème en quelque sorte économique. Donc, l'union de ces trois ne feront qu'une seule force tranquille pour sécuriser en quelque sorte le Sahel. Étant donné que ces trois pays partagent les mêmes frontières plutôt, Oui. tu trouveras que l'union entre les deux va permettre à chaque pays d'intervenir même en dehors de sa propre frontière. Le Burkina a la possibilité de mater les terroristes jusqu'à la frontière malienne. Oui. Et même s'ils intègrent ici, le Niger peut aussi attaquer de la même manière. Donc, la lecture que je suis en train de faire par rapport à l'alliance de ces trois pays Oui. montre sans doute à long terme la réduction des attaques barbares, des attaques venant de ces transgresseurs. Parce que les gens se posent la question, pourquoi toujours s'intéresser à la notion de la sécurité, etc. Mais il faut que les gens se posent la question. Avant l'insécurité au Mali, on avait combien de partenaires économiques dans ce pays? Oui. Suite à l'insécurité, combien de partenaires économiques se sont retirés? Combien d'ONG se sont retirés? Il faut que les gens comprennent que la tranquillité du peuple malien, la stabilité du Mali, la stabilité du Niger et du Burkina dépendent de la sécurité en question. Et quand je parle de la stabilité, je fais allusion à la stabilité économique. Oui. Donc, cette alliance fera l'objet de la sécurisation de ces trois pays, mais aussi de donner une autre dynamique à l'économie nationale de ces trois pays. Le Mali, Oui. le Burkina et puis le Niger. Ce sont des pays qui partagent les mêmes frontières. Oui. Et quand on fait un diagnostic assez poussé, on avait tendance jusqu'à hier vers les après-midi en pensant que la Guinée, le président Mamadi Doumbia Oui. faisait un double jeu. Et suite à son discours héroïque Oui. au niveau de l'ONU, on s'est rendu compte que celui-là a déjà forcé la porte des pays qui ont fait une fédération, qui ont fait une alliance pour que l'Afrique soit libérée à jamais. Oui. Parce qu'il a mal frappé et il a mal maté les Occidentaux Oui, effectivement. en disant que le coup d'État, en quelque sorte, n'est pas seulement que militaire, mais ce sont ceux qui tripatouillent les constitutions à des fins politiques Oui. pour faire un troisième mandat. Donc du coup, cette alliance, dans un premier temps, c'est pour sécuriser les trois pays. Dans un deuxième temps, c'est pour renforcer l'économie de ces trois pays, parce que l'Occident pensait que la Guinée allait rentrer dans leur jeu. Jusqu'à hier après-midi, on s'est rendu compte que les donnes ont changé. Et la pression était sur le Bénin. Bénin avait refusé en quelque sorte que les marchandises transitent du port béninois vers le Niger. Oui. Et aujourd'hui, les donnes ont changé. Et les Nigériens, aujourd'hui, sont en train de mettre en place des mécanismes de réticence pour ne pas passer par le Bénin. Oui. Donc du coup, la finalité, en quelque sorte, c'est de mettre en place une coopération qui va leur permettre de booster l'économie de ces trois pays, sinon de ces quatre pays, tendant vers la compétitivité en question. Et je crains fort que dans ce sens, qu'on n'imagine pas
la création d'une monnaie unique entre ces trois pays parce qu'ils ont osé. Donc, vous pensez que c'est envisageable? Non, c'est envisageable. Et là, dans les faits, dans les pratiques, on se rend compte que le président burkinabé et le président malien ont su changer de tactique à temps en appuyant leur frère d'armes qui est le général Tiami. Parce qu'une fois la réussite de cette intervention fictive, de cette intervention guidée par la France, ils allaient ensuite se rapprocher du Burkina et plus tard le Mali. Et je pense que l'alliance, en quelque sorte, va conduire à la sécurité des trois pays, à l'installation d'une économie forte et à la fin du terrorisme au Sahel. Et encore, la libération de l'Afrique dans sa globalité. D'accord. Alors, Dr Simpara, selon vous, qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle alliance? Certes, vous venez de le dire, mais notamment sur le terrain, à quoi devons-nous nous attendre? Sur le terrain? Oui. Là, sur le terrain, il faut s'entendre à des montées en puissance de nos forces militaires. Oui. Mais de celles du Burkina, mais aussi de celles du Niger. Parce que auparavant, on n'avait pas la possibilité d'acquérir des équipements militaires. On n'avait pas la possibilité de se renseigner. Et moi, je pense que sur le terrain, les terroristes seront terrorisés et il y aura la récupération de tous les camps sans faille. Oui. Avec cette alliance qui a été démarrée, sur le terrain, on voit l'impact sur les décisions au niveau du Burkina Faso. Parce que nous avons appris que le président burkinabé a mis fin à toute forme de coopération militaire avec la France. Étant donné que c'est la France qui est à la base de cette manipulation, en mettant fin à ces coopérations, tu trouveras que les djihadistes vont se retirer petit à petit. Oui. Et là, l'une de l'influences de cette alliance, c'est la terrorisation des terroristes. Oui. Et quand il y a eu l'alliance, ils se donnent la main, ils conjuguent l'effort ensemble, et sur le terrain, il n'en est pas question de faire une intervention spéciale au Niger. Il n'en est plus question. Oui, effectivement. Parce que dans l'alliance, c'est bel et bien clair. Oui. Quand on s'attaque à l'une de ces nations, dis-toi que tu t'es attaqué à toutes ces nations. Oui. Et donc, sur le plan pratique, on voit que les communiqués déjà avancés par le Mali et le Burkina suite à l'annonce de l'intervention militaire au niveau du Niger Oui. a eu un impact positif sur la réaction de ces sous-préfets occidentaux. Oui. Donc, sans nul doute, il y aura un impact positif sur le terrain, sur le plan économique, sur le plan diplomatique et sur le plan sécuritaire. Parce que tout le monde s'inspire du modèle diplomatique du Mali. Tout le monde s'inspire du modèle que nous adoptons pour survivre même face à l'embargo. Et c'est le même cas aujourd'hui. Au niveau du Niger, ils arrivent à maintenir la situation, à maintenir les caps. Donc je pense que sur le plan pratique, il y aura beaucoup d'améliorations. Et aujourd'hui, quand tu vois le Niger dire qu'il s'en fiche parce que le Bénin avait décidé de faire un don au niveau du Niger, le Niger a catégoriquement refusé. Ni Kongobila, ni Tchougawareti, est-ce qu'il veut Karakaningea? Mais à donc à fond, comme Mado Bouko, Guinée Gundontodo, Antado Guinée Mna Wakati Mna,
Mais entre les présidents, ils ont des ministres des Affaires étrangères, ils communiquent avec l'ambassade, etc. Ils ont une idée à peu près de ce qui se passe. Il y aura forcément un changement. Donc, c'est ça que je pouvais avancer par rapport à cette... Alors, Dr Sampara, quelle différence faites-vous entre l'Alliance des États du Sahel et les G5 Sahel à ce niveau? Bon, tu parles de différence lorsqu'il y a l'existence de deux choses. Oui. N'est-ce pas? Effectivement. On parle de la différence lorsqu'il y a l'existence de deux choses. Oui. On compare une chose à une autre chose. Effectivement. La première chose, ça c'est le groupement de l'Alliance. Oui. La deuxième chose, ça c'est G5 Sahel. Si on fait l'analyse logique de la chose, la deuxième chose qui est G5 Sahel, Oui, la est-ce deuxième que la chose- chose existe encore pour qu'on parle de la chose? La question se pose. Est-ce que la chose existe? Mais G5 Sahel, Oui. le Mali en faisait partie. Mhm. Le Niger, Oui. même chose. Effectivement. Niger, même chose. Aujourd'hui, ces trois pays ne figurent plus. Peut-être il faut parler de G2 Sahel, Plus de G5. plus de G5. Donc, je ne peux pas faire un lien entre les deux groupements. Parce que l'autre groupement n'existe que de façon fictive. D'accord. Et il n'y a pas un moyen de récupération Oui. de ce premier regroupement. Pour la simple raison que la moitié de cette deuxième chose s'est retrouvée dans la première chose qui est la nouvelle chose maintenant. D'accord. Donc du coup, pas de comparaison. Pas de comparaison. Aujourd'hui, on voit comment ces gens-là arrivent à maîtriser la situation. Donc je pense que réellement, voilà, en la mémoire, en la diabaga diakoulou, réponse au boulot, quoi. D'accord. Alors, c'est une lutte contre le terrorisme à l'africaine, on peut le dire cette fois-ci comme ça, financée par les États membres eux-mêmes, sans aide étrangère. Là, est-ce que ce n'est pas un bon début pour cette alliance? Parce qu'elle ne compte que sur ses propres fonds. Oui, on peut parler en quelque sorte de la libération de ces trois pays. Parce que ces trois pays savent de quoi ils font face exactement. Oui. Et du coup, le quatrième pays qui a déjà forcé la porte a dit qu'on n'est ni pro-français, ni pro-américain, Oui. ni pro-anglais, ni pro-russe. Nous sommes des Africains. Pro-africain. Oui. Donc du coup, tout ça, ce sont des discours d'espoir. Des discours qui peuvent faire revivre le peuple malien, le peuple guinéen, le peuple burkinabé, le peuple nigérien. Oui. Et jamais, au grand jamais, ils ne penseront une seconde à prendre de l'argent avec la France ou avec les États-Unis. Ni avec la Russie. Oui. Donc, une activité qui est financée à 100% par ses fonds propres, et pratiquement, tu as 1000 chances d'exécuter ce que tu veux honnêtement. Effectivement. Donc, du coup, moi, je ne peux que souhaiter bon vent, bonne chance à cette nouvelle alliance Oui. qui sera un facteur essentiel pour la libération de l'Afrique en général, particulièrement le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée et plus tard les autres pays. Oui. Et là, je pense que les coups d'État répétitifs seront diminués. Le tripatouillage de la Constitution Oui. sera réduite. Oui. La notion de troisième mandat sera également supprimée. Et du coup, la vraie démocratie sera instaurée.
Donc, je pense que si c'est financé à 100% par ces trois pays, c'est la libération totale. D'accord. Alors, pour boucler, Dr Simpara, le Mali fête ses 63 ans d'indépendance aujourd'hui. Quelques mots par rapport à ça, avant de boucler. Bon, 63 ans d'indépendance. Oui. Je dirais chapeau au père de l'indépendance. Et malgré les difficultés auxquelles nous faisons face, Oui. je pense que c'est une fête pour tous les dignes fils de ce pays. Effectivement. C'est l'occasion pour montrer nos poids en matière de défense et de sécurité. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la transition, nous constatons beaucoup de choses, même s'il y a des améliorations à faire. Oui. Nous pouvons quand même compter sur l'autorité du point de vue militaire. Oui. Je ne vais pas me lancer dans d'autres domaines en question, mais une action beaucoup plus salutaire de la part de l'autorité de la place, précisément le colonel Assimi Goïta, pour son bon sens, son sens élevé, d'annuler la fête de l'indépendance du Mali à la date du 22 septembre 2023. Pour la simple raison qu'on a eu des attaques meurtrières, des attaques qui ont donné naissance à la perte de vie des dizaines de Maliens. Et là, l'acte encore plus symbolique, c'est de réorienter le budget prédéfini pour le financement de cette fête d'indépendance à l'endroit des victimes. C'est hautement réfléchi et ça ne fait qu'accroître son dividende social, son taux d'appréciation par ce peuple digne qui souffre tant suite à l'attaque djihadiste en question. Donc, je ne peux que souhaiter bonne fête de l'indépendance à tout le peuple malien, précisément au chef de l'État, Assimi Goïta, et à son chef de gouvernement. Et nous allons prier que dans un an, qu'on puisse fêter comme les autres années, avec des centaines de drones, avec des milliers d'avions de chasse, avec des milliers et des milliers de véhicules blindés, et avec la possession de nos territoires dans sa globalité. Donc, quand même, ce sont ces quelques mots que je pouvais avancer par rapport à cette situation concernant la fête de l'indépendance du Mali. D'accord, comme je vous le disais, c'est bientôt la fin de l'émission. Votre dernier mot. Bien, je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour parler de la situation de notre pays, surtout les attaques terroristes, mais aussi l'alliance entre ces trois pays qui va donner sans nul doute des fruits du point de vue sécuritaire, du point de vue économique. Je remercie toute l'équipe de Gandhi Media de m'avoir invité pour qu'on puisse échanger, pour éclairer la lanterne de la communauté. Mention spéciale aux techniciens que je nommerai ici magicien blanc, qui ne fait que activer dans le bon sens et de changer les positions dans le bon sens. Je demande à nos téléspectateurs de bien vouloir partager, de bien vouloir commenter et de bien vouloir liker cette vidéo pour que la majorité de la communauté nationale qu'internationale soit imprégnée des réalités qui faisaient tout à l'heure
un sujet de débat. Oui. Merci. D'accord. Merci, Dr Simpara. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition du 22 septembre 2023. Très bonne fête d'indépendance à toute la population malienne d'ici et d'ailleurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout autre numéro sur Gandhi Malien TV. Au revoir.